Donc je vais recommencer par les présentations. Bon, je l'ai déjà faite à la compte avant, donc je vais pas m'étendre un peu. Celle-là, je les ai pas faites il y a 2 jours, je les ai fait à la veille. En pratique, je les ai finies voilà, pendant la première conf d'aujourd'hui. Je suis toujours, j'ai toujours fait, enfin, je fais toujours du système à la base, mais là, c'est le sujet, on parle plus de réseau. Et oui, c'est toujours du Comic Sans, voilà. Donc je vais continuer comme j'ai fait avant. Ok, je vais commencer par un peu d'histoire. Alors, BSD, c'est quoi? Ça commence avec Unix. Alors, Unix, c'est un OS qui a été créé en C par Richie et Thompson en 1972. Alors, Richie, c'est Denis et Thompson, c'est Ken, mais c'est pas précisé dans ma slide parce que c'était pas de la ligne. C'est le premier OS, à l'époque c'était novateur, parce que c'est le premier OS qui a été écrit dans un langage qui est portable entre différentes architectures. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on écrivait son OS, on l'écrivait en assembleur. Du coup, c'était chiant pour le porter sur notre architecture, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que du x86. Maintenant, il n'y a plus que ça, mais on a quand même des langages portables. Et donc, ouais, c'est écrit en C. Le C, au lieu de porter tout le système, on porte un compilateur et c'est fini. Donc à l'époque, c'était super parce qu'on pouvait le porter sur des PDP-11 et je sais pas, des micro-ordinateurs, bon, enfin des mini-ordinateurs plutôt, et des IBM si on avait envie. Voilà. Bon, ça tournait très lentement. Donc à la base, ça a été créé par AT&T parce que bah, Richie et Thompson bossaient à AT&T et ils avaient un projet perso pendant leurs heures de boulot, c'était Unix. Donc bon, moi j'ai des projets perso qui sont moins bons que ça, mais chacun son truc. Et à l'époque, AT&T, comme ils étaient bah, les seuls opérateurs aux États-Unis, ils n'avaient pas le droit de vendre du logiciel parce que bah, les États-Unis ils ont des lois cheloues comme ça. Et du coup, bah, ils se sont dit que plutôt que de vendre du logiciel, ils allaient le filer à qui ils voulaient et puis ils allaient vendre l'accès au code parce que bah, le code, ils avaient le droit de le vendre parce que les États-Unis ils ont des lois cheloues comme ça. Et du coup, ils se sont dit qu'ils allaient le vendre aux universités parce que les universités, ils ont plein de codeurs, ils coûtent pas cher les codeurs en question. Ils ont plein de travail à donner à leurs codeurs en question. Et en plus, les codeurs en question, c'est ceux qui vont après bosser dans l'industrie. Et donc après, ils pourront leur vendre du Unix. Et donc du coup, bah, c'est vachement rentable pour eux. Et en plus, ils vendaient quelque chose alors qu'à la base, ils ne devaient rien revendre. Donc du coup, c'est pas mal. Du coup, dans les universités, ils se sont dit, bah, on a un système d'exploitation qui est gratos, avec du code source qui est accessible. Bon, il n'est pas super bien foutu, mais c'est pas très cher. Et puis, en plus, on peut filer plein de projets à nos étudiants, c'est génial. Donc du coup, ils l'ont vachement adopté et puis ils ont trouvé ça vachement cool. Et du coup, bah, pendant que AT&T ils continuaient de développer Unix de leur côté, notamment en récupérant les modifications que faisait l'université. Donc en fait, ils ont fait de V1 à V7, ensuite ils se sont dit qu'ils allaient passer à système quelque chose, donc ils sont passés à système 3 à système 5, parce que les numérotations classiques, c'est un peu chiant. Du coup, pendant ce temps, donc, bah, les étudiants, bah, ils bossaient sur le code, et du coup, en 74, Unix est arrivé à Berkeley. Donc Berkeley, c'est une université qui est en Californie. Voilà, je replace un peu. Donc en fait, c'est l'une des premières universités qu'il a récupérées. D'abord, je crois qu'il y a eu le Michigan et ensuite c'était Berkeley. Donc bon, voilà. Il y a eu beaucoup, enfin à Berkeley en particulier, il y a eu beaucoup d'ajouts et de modifications faites par les étudiants parce que bah il y avait des étudiants en informatique et Berkeley c'est une bonne fac d'info, donc du coup il y avait plein de gens qui bossaient là-bas. Bon, à l'époque c'était plutôt électronique, mais ça a commencé à évoluer quoi. Il y a un type qui s'appelle Bill Joy qui était étudiant là-bas qui un jour s'est dit que ce serait bien si on récupérait toutes ces modifications qu'on avait sur notre système et qu'on les filait à d'autres gens. Du coup, il a récupéré tout ça, il a créé un truc qu'il appelait One Berkeley System Distribution, Berkeley Software Distribution à l'époque, et il a distribué à d'autres personnes en 78. Alors du coup, on pourrait se dire qu'il a violé le copyright d'AT&T, mais en fait non, parce qu'il distribuait que le code qu'il avait modifié. Donc en pratique, bah, il fallait quand même avoir Unix pour utiliser le code. Et puis, bah, c'était que du code qui était écrit par Berkeley, donc du coup, c'est pas du code AT&T. Donc AT&T disait, ok, bah, faites ce que vous voulez, quoi, on s'en fout. Et du coup, bah, ils ont continué un peu parce que c'était fun, et puis il y a d'autres gens qui trouvaient ça cool. Donc ils ont développé 2 BSD en 79. Dedans, il y avait Vi, par exemple, qui est un petit logiciel qui a été créé comme ça. CSH aussi, c'est un shell qui est un peu moins utilisé maintenant, mais c'est quand même standard sur un peu tous les systèmes. C'est l'autre famille avec les Bourne Shell. Il y a les Bourne Shell et les C Shell. Voilà. Ensuite, donc il y a eu 3 BSD. 3 BSD, c'est le premier qui était un OS un peu complet, c'est-à-dire qu'il y avait il distribuait avec les morceaux de Unix qui étaient nécessaires pour le faire démarrer. Bon, c'est toujours distribué que à des gens qui avaient une licence, donc du coup AT&T s'en foutait un peu. Ensuite, il y a eu 4 BSD et 4.BSD. Dedans, ils ont rajouté les signaux, hein, kill, seek term, un truc comme ça. Bon, c'est pratique.
Ils ont ajouté Curses, qui fait des interfaces graphiques. Ils ont ajouté la gestion des jobs aussi, donc avec les signaux, ça va bien. Et puis, ils ont amélioré les performances parce qu'à l'époque, sur les systèmes sur lesquels ils déployaient, c'était des VMS. Sur les VMS, il y avait le système d'exploitation de VMS. Et le système d'exploitation de VMS, il était vachement plus performant qu'Unix sur les VMS en question. Et du coup, ils se sont dit que c'était pas acceptable. Donc, ils ont optimisé leur code jusqu'à ce que ce soit aussi performant que le truc du constructeur. Et voilà, ils ont lâché ça dans 4.1 BSD. Ensuite, ils ont fait 4.2 BSD qui a implémenté TCP/IP, un petit truc aussi. L'UFS qui est l'un des premiers systèmes de fichiers à peu près corrects. Et surtout avec des hiérarchies de fichiers. Voilà. Et ensuite, ils se sont dit que ça commençait à bien faire de filer ça que aux gens qui avaient une licence AT&T. Et puis que, tant qu'à faire, autant réécrire tout parce que on a déjà réécrit une grosse partie du code, donc voilà. Donc ils ont réécrit tous les composants qui étaient encore dépendants d'Unix, donc tout ce qui était écrit par AT&T. Et ils ont release 4.3 BSD, qui là n'est plus Berkeley Software Distribution, mais Berkeley System Distribution, qui est la première version qui n'est pas dépendante de AT&T. Donc AT&T ils se sont dit merde, là on va commencer à perdre du marché. Donc ils ont attaqué BSDI qui était le groupe d'étudiants à Berkeley qui distribuait BSD. Ils l'ont attaqué en justice parce qu'ils se sont dit ils ont du copyright à nous dedans, donc on peut les attaquer. Et du coup ils ont bloqué le développement pendant 2 ans. Alors en pratique ils n'avaient absolument aucun copyright dedans. À la fin du procès, BSDI a complètement gagné et il y a eu 3 fichiers à retirer parce que la licence était un peu ambiguë parce qu'il l'avait réécrit après de la même façon. Mais en pratique, il n'y avait plus rien à AT&T. Mais ça a quand même bloqué le développement pendant 2 ans, et non seulement le développement, mais aussi la distribution. Et du coup, il y a un petit projet qui s'est développé à cause de ça, ça s'appelle Linux. C'est un mec qui disait ouais, mais j'ai pas d'Unix libre, donc du coup, je vais faire mon petit système à moi. Donc si jamais AT&T n'avait pas attaqué BSDI, il n'y aurait pas de Linux, il y aurait juste du BSD partout. Ça aurait été drôle. Voilà. Donc ensuite, à la suite de ça, ils ont fait 2 autres versions de BSD, qui est 4.4 BSD Lite et 4.4 BSD Bloated. Donc Lite, c'est la version sans les fichiers d'AT&T. Bloated, c'est la version avec les fichiers d'AT&T réécrits par BSD une 2e fois, pour que cette fois-ci, il n'y ait pas les problèmes de copyright. Et donc 4.4 BSD Lite, c'est le premier OS à être distribué entièrement non fonctionnel à plein de gens qui n'avaient pas la licence pour les 3 fichiers en question. Voilà, tenez, un système qui ne marche pas. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite, ils ont fait 4.4 BSD Lite R2, qui est la dernière distribution qui a été faite avant la dissolution de BSDI, parce que Berkeley, ils se sont dit que c'était bien drôle de faire des procès de 2 ans, mais ça coûtait de l'argent, et puis ils avaient autre chose à foutre de leur temps. Donc du coup, ils ont dissolu BSDI en se disant, bon, comme ça, on n'a plus de problème. Les gens, ils vont se démerder pour faire leur propre développement, et puis c'est plus à nous de gérer. Et du coup, de là ont découlé d'autres gens qui ont modifié le code et qui ont fait d'autres systèmes. Donc à l'origine de tout ça, là, c'est très dur de viser à l'envers, il y a 386 BSD, qui est la première distribution de BSD à tourner sur des 386, merci. Donc on passe de 4.4 à 386, ça évite les numéros de version aussi. Donc il y a 3 versions majeures qui sont NetBSD, FreeBSD et OpenBSD. Et puis d'autres un peu plus petites qui sont soit découlent d'un d'entre eux, soit découlent de 4.4, mais en général, forcément découlent d'un BSD, puisque sinon ça ne s'appellerait pas BSD, ça s'appellerait autre chose Unix. Et donc parmi les petites, il y a Dragonfly et JunoOS qui découlent de FreeBSD. Et puis OS X qui découle un petit peu de FreeBSD, un petit peu de trucs chelous fait par Apple, un petit peu de Mac MACH qui est un kernel un peu, un micro-kernel, mais voilà, qui vient d'ailleurs. Et tout ça est un peu mélangé pour faire OS X. Et puis on peut aussi noter Debian KFreeBSD, qui est Debian, apt-get KFreeBSD, et on a une Debian avec un OEBSD. Ça n'a aucun avantage par rapport à FreeBSD, hein, c'est juste il y a Debian, quoi. Voilà, donc bien sûr la question principale c'est quoi la différence par rapport à Linux et pourquoi est-ce que je me ferais chier à prendre un nouveau système. Bon déjà c'est pas un nouveau système parce que ça reste du Unix, donc du coup ça ressemble quand même beaucoup.
Mais il y a quelques différences quand même. La première, c'est que c'est des projets qui sont centralisés. C'est-à-dire que il y a un groupe qui développe le système et du coup, il y a un développement qui est organisé. Il n'y a pas le développeur de tel device qui va venir et faire «Oh tiens, j'ai un PR sur le kernel, je vais vous balancer 300 000 lignes de code, auditez-les si vous voulez, moi je ne l'ai pas fait. Ouais, il y a peut-être des bugs, mais en tout cas ça boot chez moi. Et il y a un driver pour ma machine dedans. Voilà. Il n'y a pas ça sur BSD. Déjà, on ne prend pas les contributions externes, sauf si on peut les valider les personnes qui les filent avant. Et puis en plus, on valide le code avant de le prendre. Et puis en plus, les gens ne viennent pas nous faire chier en nous filant nos drivers parce qu'il faut les reverse engineer. Voilà, il y a une vraie ingénierie technique derrière, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ont appris du PHP et ensuite du C++ qui viennent développer des modules kernel. C'est des gens qui sont... quoi? C'est comme ça que ça marche Linux, non? C'est des gens qui sont au moins ingénieurs un minimum, ou en tout cas qui font du code correct, puisqu'il y a un process pour les valider. C'est des systèmes qui ressemblent à Unix, vraiment, pas comme Linux. C'est-à-dire que c'est des vrais Unix, ils descendent d'Unix, et qui ont des vrais standards qui suivent POSIX. Donc ils sont entièrement compatibles POSIX, il y en a même qui sont validés POSIX, genre OSX par exemple. Il y a un kernel dédié et un userland dédié, et qui sont séparés. C'est-à-dire que le kernel de FreeBSD, il ne bootera pas sur OpenBSD, et l'userland d'OpenBSD ne bootera pas sur FreeBSD. Et les deux sont séparés et sont développés, enfin, le kernel et l'userland de chacun sont séparés et sont développés par le même groupe, mais séparément. Et il y a une séparation bien claire entre ce qu'on appelle le base system, qui est développé par le groupe qui développe le BSD en question, et ce qu'on appelle les ports, qui sont les logiciels autres, qui sont développés par d'autres gens. Voilà. Et les ports sont installés dans un autre endroit du système. Les ports sont sales et on n'y touche pas, sauf pour les installer une fois de temps en temps quand on a besoin de bind. Bon, bind c'est sale en plus, mais bon. Il y a quelques points communs entre les BSD. D'abord, il y a les versions. Donc en fait, on a trois versions principales. Enfin, trois versions. Trois, comment dire, versions publiées principales qui sont release, donc qui est la version actuelle publiée. Stable, qui est la version actuelle publiée avec les patchs qui ont été appliqués. Et current, qui est la version de développement actuelle, qui n'est pas la version sur laquelle les gens poussent sur le master, parce que ça c'est Linux, mais qui est la version qui est validée par suffisamment de personnes pour être considérée comme suffisamment stable pour tourner en temps réel. Donc globalement, c'est plus stable que du Debian stable, quoi. Mais c'est du développement, parce que c'est quand même pas suffisamment stable. Ensuite, on a les ports. Donc toutes les BSD ont un système de ports, sauf OSX, parce que c'est OSX. Mais en fait, il y a des systèmes de ports autres. Et maintenant, ils ont tous des package managers aussi, sauf OSX. Mais bien sûr, il y a des systèmes de ports, il y a des package managers autres. Voilà. Et oui, même JuneOS a des package managers et des systèmes de ports. Personne ne les utilise, mais il y en a. Et puis, il y a la philosophie générale du système. C'est-à-dire que les BSD sont à peu près toutes développées de la même façon, c'est-à-dire bien. Avec un comité central, avec des développeurs qui sont, comme j'ai expliqué avant, au moins qui ont une certaine idée de comment développer, et puis qui sont tous développés avec des standards, qui sont tous développés voilà, comme des BSD, quoi. Voilà, donc j'ai commencé par FreeBSD. C'est pas le premier, mais je vais commencer quand même par lui. Donc c'est comme je l'ai dit, la deuxième BSD majeure qui date de 93, donc a été fondée après NetBSD de quelques semaines. Voilà. C'est toujours attaché à Berkeley, donc c'est-à-dire que les développeurs qui bossent là-bas, enfin qui bossent sur FreeBSD, sont majoritairement à Berkeley, ou en tout cas des anciens de Berkeley, etc. Et l'endroit où est release la version actuelle, c'est Berkeley. Et leur devise, c'est The Power to Serve. Donc c'est centré sur les performances et les innovations, notamment quelques petits projets genre ZFS. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un système de fichiers. Et puis PF, qui est un système de filtrage de paquets, et ils ont une version multiprocesseur qu'ils ont développée eux-mêmes à partir de suite d'Open. Donc ça, c'est un avis. Je vous laisse lire. Il n'y a pas beaucoup de lignes, donc ça devrait aller. Je vous laisse quelques secondes pour lire. Absolument pas. C'était publié dans un journal, donc ce n'est pas subjectif. La presse ne ment pas.
pour être honnête, ça a été publié dans GNU Linux Magazine France. Je déconne pas en plus, hein. Voilà. Bon, je vais considérer que vous avez fini de lire parce que sinon ça va faire des pauses trop longues pour le stream. Si vous voulez lire en entier, j'ai scanné entièrement le magazine et j'ai publié sur internet. Je vous ferai les liens à la fin. Voilà, donc ça, été publié par GCU. Le GCU, ça veut dire Gruix Coder United. Gruix parce que c'est le bruit que fait le cochon. Voilà. Bon, je vais commencer par parler de quelques features uniques de FreeBSD. D'abord, il y a ZFS. Moi, je dis ZFS. Après, vous pouvez dire ZFS si vous voulez. Ça dépend des gens. Parce qu'il y a des Australiens qui disent Z. Bon, c'est des gens chelous, quoi. Donc d'abord, c'est un système de fichiers qui fait système de fichiers, qui fait beaucoup d'autres choses aussi, mais qui est à la base censé être un système de fichiers. C'est pour ça qu'il y a FS dans le nom. Qui a été Solaris. Alors Solaris, c'est aussi un Unix, mais qui était développé par Sun et qui maintenant est mort parce que Oracle a racheté Sun et Oracle. Et du coup, Sun faisait plein de trucs cool, genre Java. Bon, c'est plus ou moins cool. Je sais pas, LibreOffice, enfin OpenOffice. Bon, ok, c'est plus ou moins cool aussi. Mais ils faisaient des trucs bien aussi, leur architecture de processeur, Spark, et puis Solaris et ZFS. Voilà, donc ZFS, c'est un système de fichiers, mais c'est pas un système de fichiers parce que ça gère le RAID, la déduplication, la compression, les snapshots, la copie via le réseau, etc. Mais ça ne le gère pas dans LVM ou dans des trucs comme ça, comme sur Linux, ça le gère dans le système de fichiers. Donc il y a besoin de mettre LVM, un système de fichiers dessus, un truc de chiffrement. Les snapshots, je ne sais même pas comment on les fait, avec ButterFS, mais je ne sais même pas s'il y en a sur ZFS. La déduplication, on ne peut pas la faire. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de mettre 50 millions de couches, on met du ZFS et puis ça marche. Voilà, donc ZFS c'est bon. Si vous avez de la RAM, vous pouvez en manger, ça mangera votre RAM. Bon, voilà. Il faut bien qu'il y ait des problèmes à la déduplication et la compression. De façon logique, il faut de la RAM, quoi. Voilà, Beehive, donc c'est un hyperviseur qui est sous licence BSD. Ça ressemble à du Xen, mais sauf que c'est sous licence BSD et que c'est pas Xen. Ça fait tourner entre autres FreeBSD, Linux et OpenBSD. Ça, c'est ce que ça fait tourner en PV, donc en paravirtualisation, et en c'est quoi, c'est HVM, je crois que c'est HVM sur Xen. Donc c'est la virtualisation entièrement comment dire, entièrement virtualisée, entre guillemets. Enfin, ça n'utilise pas les capacités des processeurs Intel modernes. Ça fait tourner à peu près tout ce qu'on veut, puisque c'est le concept de la virtualisation, ça fait tourner tout ce qu'on veut. Mais ça a quand même plus de systèmes en paravirtualisation que Xen. C'est inclus dans le base system, donc sur FreeBSD. Si vous installez un FreeBSD, vous pouvez juste lancer Beehive et ça marche. Et j'ai même que ça juste marche. Voilà, ça inclut pas mal d'autres trucs, notamment les jails, c'est des containers, genre Docker, genre LXC, genre des trucs comme ça. Sauf que ça ne fait pas tourner un seul process, donc c'est un peu mieux que Docker. Sauf que ça prend environ 25 secondes à créer, donc c'est un peu mieux que genre LXD. Voilà. Sauf que c'est du BSD, il y a un émulateur Linux, ça fait le café, enfin voilà. Ensuite, on a le Linuxulator, qui est un émulateur de l'ABI Linux. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prendre un binaire Linux, le foutre sur BSD et il tourne. Alors que si on prend un binaire FreeBSD qu'on le fout sur Linux, ça ne tourne pas. Mais si on prend un binaire OpenBSD qu'on le fout sur FreeBSD, ça ne tourne pas non plus. On a un émulateur binaire de Linux. C'est un peu comme Vine, sauf que ça marche. Et puis c'est pour Linux. Donc, voilà. Il y a dtrace, qui est un framework de tracing. Donc le tracing, si vous ne savez pas ce que c'est quand vous lancez strace sur un processus, ça vous dit les fichiers qu'il ouvre, les appels système qu'il fait, les trucs comme ça, la mémoire qu'il utilise, etc. Dtrace, c'est la même chose, sauf que ça marche sur le kernel, ça marche sur tous les processus système, ça marche sur syslog, ça marche sur init, ça marche sur tout. On peut s'attacher en cours d'exécution. Ça donne non seulement les appels système, mais ça peut aussi donner la décompilation en ASM. Ça peut aussi donner l'utilisation CPU, l'utilisation RAM, l'utilisation des différents registres dans le CPU, des trucs comme ça. Bon, enfin, c'est pas mal, quoi. Ça aussi, c'est développé par Sun pour Solaris, mais ça a été porté. En plus de ça, ça supporte la virtualisation réseau, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une pile réseau virtualisée sur FreeBSD. Donc du coup, si on a deux FreeBSD qui sont virtualisés, on peut copier la pile réseau de l'un à l'autre et continuer de faire tourner la pile réseau sans interruption de service pendant qu'on met à jour l'un ou l'autre.
On a PF qui supporte le SMP, donc le multiprocesseur. On a PF sur de l'USB, donc on peut filtrer des paquets USB si on a envie. Je ne sais pas pourquoi on voudrait filtrer des paquets USB, mais on peut le faire si on veut. Voilà, et maintenant je vais passer à OpenBSD, parce que je ne vais pas passer 2 heures sur FreeBSD, et puis parce que j'en ai 3 à faire. Donc OpenBSD, j'ai mis un super logo. C'est voilà, designer graphique, c'est ma passion. OpenBSD, c'était forqué de NetBSD par Theodorat en 95. Theodorat, c'est un type un peu spécial, mais il code bien apparemment. Donc OpenBSD, c'est connu pour principalement pour sa sécurité et la qualité de son code. Ça a donné quelques petits projets, genre OpenSSH, voilà. LibreSSL, qui est un fork d'OpenSSL, mais en bien, en moins pire. PF, qui est le firewall de toutes les BSD modernes. OpenSMTPD, qui est un sendmail, mais en bien, enfin en moins pire. Non, en fait, en bien. OpenBGPD, qui est un serveur BGP qui est plus trop utilisé maintenant, mais qui, à l'époque, était plutôt pas mal. Surtout, c'était un serveur BGP open source qui n'était pas trop courant à l'époque. Sudo, vous connaissez peut-être Sudo. Voilà, c'est un petit programme, voilà, ça fait de la sécurité. C'est aussi l'un des premiers OS à avoir inclus IPsec. Si vous savez pas ce que c'est IPsec, vous avez de la chance. Mais sur OpenBSD, ça juste marche, donc c'était pas mal. Et ça a inclus IPsec en 97, soit 1 an ou 2, je crois, après la première présentation du protocole, la première publication du draft, quoi. Voilà, donc PF, j'ai le titre super. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est un peu dommage parce que j'ai plein de jeux de mots dedans. PF, donc c'est Packet Filter. C'est un firewall stateful bien comme il faut. C'est donc en fait à l'époque où OpenBSD était forké, il y avait dedans IPF, donc IP Filter, qui venait de NetBSD, qui avait développé un type tout seul dans son garage. Et quand OpenBSD était forké, ils se sont dit que IPF c'était bien, mais c'était pas super. Du coup, il valait mieux refaire un firewall depuis le début. Et du coup, il y a un type qui s'est mis tout seul dans son garage et qui a fait un firewall. Je ne sais pas qui développe des firewalls, mais ils ont tous un garage, c'est pratique. Et du coup, PF, ça supporte le NAT, la QoS, le failover natif, la redondance nativement. Ça partage la table d'état entre différents serveurs. Ça fait de l'authentification de session, donc si vous voulez, vous pouvez vous SSH sur votre serveur PF, et à partir de ce moment-là, il laisse passer votre trafic, et sinon, il le bloque. Ça fait des trucs comme ça. Ce titre, il est super aussi, je trouve qu'il est vachement bien. Si vous avez jamais configuré SendMail, soyez heureux. Donc OpenSMTPD, ça c'est de la conf de SendMail valide, hein. Voilà. Donc OpenSMTPD, c'est un serveur mail qui est simple et efficace. C'est un serveur mail qui a été écrit par Gilles Hatt, je ne sais plus ce que c'est son nom de famille, Merci, exactement. Voilà, et donc c'est un serveur mail qui est donc simple, efficace et français en plus. Ah bah voilà. Bah, Twitter quoi. Bon, et du coup, voilà, ça fait ce qu'on attend dans un vrai serveur mail. C'est-à-dire que c'est pas postfix où on galère avec 5 fichiers de conf. C'est un serveur mail qui est intégré avec le système et qui a une syntaxe qui est relativement simple. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à comprendre l'extrait qui est en dessous, je sais pas quoi rajouter, quoi. Non, c'est pas clair. Si, bon, voilà. En tout cas, c'est plus clair que ça. Donc voilà, c'est déjà bien. Il y a un autre truc par rapport à OpenBSD, c'est que la documentation, elle est bien. Donc si vous venez d'un système Unix et qu'on vous a dit que la doc c'était de la merde, si c'est Linux, c'est vrai. Si c'est pas Linux, c'est pas vrai. Et du coup, quand vous démarrez, quand vous installez un OpenBSD que vous redémarrez, on vous file man after boot, qui vous explique tout ce qu'il faut faire après votre premier boot. Et chacun des logiciels a une vraie page de man. Les problèmes dans les pages de man, c'est considéré comme un bug critique. Donc les pages de man sont fixées et elles expliquent comment fonctionne le système. Et parfois, elles expliquent le code aussi. Par rapport à Linux, c'est un changement agréable. Le code source, il est lisible et propre et simple. C'est-à-dire que si vous essayez de lire le code source de Linux, bon courage. Si vous lisez le code source d'OpenBSD, bon courage aussi, parce que c'est quand même lire du code source de kernel, donc c'est quand même pas super agréable. Mais c'est écrit correctement et c'est clair, donc on arrive à comprendre. Il y a des commentaires
par rapport à Linux, c'est nouveau, quoi. Voilà, et puis il y a une licence qui est correcte, c'est-à-dire que c'est pas du GPL. Bon, après, voilà, vous pouvez faire des trolls de licence si vous voulez. Moi, c'est bon, j'en ai pas. Je sais que BSD, c'est mieux que le reste, voilà. Et puis, il n'y a pas de volonté d'évangélisation, hein, parce que ce que je fais, c'est pas de l'évangélisation, je vous explique juste que c'est mieux. C'est pas de l'évangélisation, c'est un fait. Donc du coup, voilà, il y a pas de, on va pas chercher des utilisateurs en fait. On dit juste, bah voilà, on utilise OpenBSD et puis si vous voulez pas utiliser OpenBSD, bah utilisez pas OpenBSD et puis c'est comme ça quoi. Tant pis pour vous. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler de NetBSD. Donc NetBSD, c'est la première BSD majeure qui a été créée, donc en fait qui découle de 386 BSD, qui date de 93, donc avant moi. Ça a été détaché de Berkeley depuis le début du développement parce que à l'époque Berkeley, ils voulaient pas trop avoir des gens qui venaient développer chez eux à cause de procès, voilà tout ça. Et leur slogan, c'est Of course it runs NetBSD, parce que je vais le faire en français cette fois. Et donc, si vous comprenez ce que ça veut dire que ça tourne partout. Et donc, c'est centré sur la portabilité et l'ingénierie logicielle. C'est-à-dire que leur code est à nouveau propre, stable et designé correctement. Voilà. Je ne vais pas trop en parler parce que j'y connais rien. Donc voilà. Bon, on n'utilise pas tous les systèmes dont on parle. Je n'utilise pas les 3 BSD à la fois. Mais quand même, ça tourne sur un toaster. Donc, bon. Alors maintenant, tourner sur un toaster, c'est moins intéressant parce qu'il y a l'Internet of Things, machin, avec votre machine qui ne marche plus parce que Dean, il est mort. Mais ça tournait sur un toaster en 2005, c'est quand même un peu plus intéressant. Et surtout un peu plus classe parce que les toasters en 2005, ça déconnait pas trop, quoi. Voilà. Ensuite, il y a quelques autres petits BSD. Donc il y a Dragonfly qui est descendu de FreeBSD un jour et qui s'est mis à voler par ses propres ailes. Ils ont fait quelques développements perso. Déjà, ils se sont séparés avant ZFS. Donc du coup, ils ont malheureusement raté ZFS, ce qui est un peu dommage pour eux. Et du coup, ils étaient jaloux, donc ils ont fait Hammer, qui est un système de fichiers qui ressemble à ZFS, qui a à peu près les mêmes capacités, mais qui bouffe moins de RAM. Donc du coup, maintenant, ils peuvent se la raconter. Ils ont aussi un scheduler qui est différent. Donc du coup, ils ont du SMP qui marche. Bon, le SMP de FreeBSD, c'est une blague depuis 10 ans, mais ça commence à aller mieux. Dragonfly, ça marchait depuis 5 ou 6 ans. Enfin, ça marchait. Ça marche aussi, c'est juste qu'il y a un big lock, quoi. Et puis, ils ont un système qui s'appelle vkernel, hein, qui est une sorte de truc où on lance le kernel en userland et ça fait une sorte de jail, un peu comme un conteneur, enfin, des trucs bizarres mais intéressants en termes de système, quoi. Et ils ont un truc aussi assez intéressant qui est une technologie qu'ils ont chopée sur un petit OS qui ressemble à du Unix aussi, qui est que en fait, quand on lance une application pour la première fois, il fait une sauvegarde de la RAM virtuelle du process en question. Et quand on le relance, il reload la RAM en question, donc il n'a pas besoin de reloader tout le programme dans la RAM. Il n'a pas besoin de faire toutes les applications, enfin toutes les opérations que fait le programme quand il démarre. Il peut juste lancer le programme. Et du coup, ça augmente ça augmente énormément la vitesse de chargement des programmes pour lesquels on utilise ce truc-là. Bien sûr, c'est pas obligatoire, c'est pas automatique, parce que ça casserait pas mal de trucs sinon. Voilà. Ensuite, donc il y a JuneOS qui descend aussi de FreeBSD parce que les gens aiment bien utiliser FreeBSD. C'est un OS qui est pensé pour les switches et les routeurs Juniper, qui est développé par Juniper et qui est pas open source parce que BSD, on peut en faire ce qu'on veut. Et du coup, JuneOS, ça tourne de façon assez intéressante, c'est-à-dire que en fait, sur les Juniper, il y a un CentOS qui virtualise dessus deux FreeBSD, enfin deux JuneOS. Et en fait, il y a une stack réseau qui est partagée entre les deux. C'est-à-dire que quand on démarre, on choisit l'un des deux comme master et l'autre comme backup. Et quand on veut, on peut dire en fait, je vais éteindre le master, et la stack réseau elle passe sur le backup, il continue de tourner sans aucun problème, il continue de forwarder les paquets, etc. Et puis je vais mettre à jour mon master, et puis je vais repasser la stack réseau sur le master, et ensuite je vais mettre à jour le backup tranquille. Et du coup, il n'y a pas d'interruption de service, et c'est quand même pas mal. Voilà, bon, il y a d'autres trucs dessus, mais bon, c'est le truc principal. Ils ont implémenté pas mal de protocoles de routage parce que c'est Juniper et donc ils en ont besoin. Mais enfin voilà, globalement, c'est les features intéressantes en termes de système. Et puis il y a OS X, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un petit Unix qui ressemble un peu à macOS, peut-être que vous connaissez mieux. Donc en fait, ça se base sur Darwin. Darwin, c'est un système d'exploitation plus ou moins open source de nos jours.
qui est construit avec un microkernel Mac avec des bouts de FreeBSD dedans, et puis un userland FreeBSD avec des bouts d'Apple dedans. Et puis, bon, il y a des bouts de morceaux de trucs un peu partout, mais il y a une certification POSIX, donc du coup, c'est bien, il paraît. Mais en vrai, ça ressemble à du FreeBSD, on peut installer des ports dessus, donc bon, ça va quoi. Je te passe le micro juste après, ça te dérange pas? Ok. Voilà, le logo de Darwin, je le trouve super, donc du coup, je l'ai mis en full slide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est super mignon. Voilà. Les références, donc le GNU Linux Magazine France hors série 2930, il date de 2007, un truc comme ça. Donc comme ils sont absolument introuvables, j'ai les deux chez moi, donc j'ai scanné le premier, il est sur mon serveur, je vous le filerai le lien. J'ai pas encore scanné le deuxième, mais ça devrait pas tarder, ça prend un peu de temps parce qu'il faut remettre les images droites. C'est chiant. Surtout sur GIMP. Ensuite, il y a Absolute FreeBSD et Absolute OpenBSD qui sont écrites par Michael W. Cass, qui est un type qui écrit des trucs pas trop mal, genre le livre de PF, des trucs d'administration système réseau, quoi. Et qui sont vachement bien documentés, qui sont vachement intéressants, qui sont validés par les projets en question. Et du coup, c'est bien. Il y a la doc d'OpenBSD. Alors, en général, quand on vous dit de lire la doc sur Linux, ça veut dire pas de faire foutre. Sur les BSD, quand on vous dit de lire la doc, ça veut dire bonne lecture. Du coup, voilà, la doc d'OpenBSD, elle raconte vraiment les choses en fait. C'est-à-dire que quand on lit la doc d'OpenBSD, on comprend comment ça marche. Et sur FreeBSD, en fait, ils ont ce qu'on appelle un handbook. Donc en fait, à chaque release, ils réalisent en même temps un livre de 800-900 pages qui documente absolument tout le système. Et du coup, c'est pratique parce qu'on peut savoir comment le système fonctionne. Alors bien sûr, avec Linux, c'est pas possible en fait parce que le système, il n'est pas lié avec le kernel, donc du coup, on peut pas faire un livre sur le système. Voilà. Bon, n'empêche que sur FreeBSD, c'est pas mal et c'est assez lisible. Voilà, je vais remercier Wikipédia aussi, donner de l'argent parce qu'ils en ont plus en ce moment. Et puis il y a aussi, voilà, mes sources, c'est aussi quelques serveurs que j'ai crashés. Alors je sais que cracher ça se met avec un S, mais comme j'ai fini mes slides juste avant, voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et puis j'attends vos questions. Il faut passer un micro au type qui est derrière parce qu'il a posé la main tout à l'heure. J'attends vos réponses au troll aussi. Hein. Le monsieur en polo bleu là-bas, voilà. Non, c'était juste un détail quand tu faisais la liste des. Voilà. Sur le dernier, tu disais qu'il était plus ou moins gratuit aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est plus ou moins open plus source. Ou moins open source aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant, c'était pas open source ou bien Non, ça veut dire qu'avant, il était open source. Ah. C'est que en fait, Apple, dans leur stratégie commerciale habituelle, ils balancent de l'open source. Ensuite, ils font en fait, on va arrêter d'utiliser tel logiciel, enfin telle partie du software qui est open source et on va mettre notre propre implémentation à la place parce qu'elle marche mieux. Et les gens ils font ouais, c'est vrai qu'elle marche mieux, donc on va arrêter d'utiliser l'open source. Et puis au fur et à mesure, ils remplacent tout le système. Et puis après, il n'y a plus d'open source. Et puis les gens ils disent oh là là, Apple ils font vraiment des jardins fermés, c'est bizarre quand même. Voilà. Du coup, ils ont fait ça pour Darwin. Théoriquement, tu peux encore faire tourner Open Darwin de nos jours. En pratique, il te faut un système 32 bits avec moins de 4 Go de mémoire, pas de SMP. Enfin, bon courage, quoi, globalement. Hein. Voilà. À moins d'avoir un PC d'il y a 20 ans, c'est mort, quoi. Bon, 10, j'abuse un peu. Tu sais que tu pourrais prendre le micro pour dire ta phrase? Parce que j'ai dit que je voulais répondre au troll aussi. Quel dommage que ça soit pas sous licence GPL pour qu'ils puissent pas faire ça. Ouais, c'est vrai. Quel dommage que les gens puissent pas utiliser Linux parce que c'est sous licence GPL. Voilà, c'était mon troll. Bah, je sais bien. Quelqu'un d'autre? Un troll, une question? Les deux? Est-ce que tu peux remettre, normalement, à tes exemples de BSD, il y avait les trois lignes de release et de... Ah. Ouais, c'était encore un petit peu avant. Ouais. Là. Ouais. Est-ce que cette philosophie est comparable aux trois branches des méthodes agiles? Alors, étant donné que j'ai tout à fait suivi la conférence sur la méthode agile, je peux te dire que probablement, et qu'il faut demander à quelqu'un qui applique les méthodes agiles dans la vie de tous les jours, parce que je ne suis pas développeur, donc je ne sais pas. Je contacterai le conférencier alors. Exactement, Merci. fais-lui un mail. Quelqu'un d'autre, non? Si? Personne? Ok, bah j'ai fini.